Le 6 avril 1994, c'est-à-dire pratiquement, enfin pas pratiquement, 27 ans, l'avion Falcon 50 transportant deux chefs d'État africains, celui de Rwanda et celui de Burundi, c'est bien ça, leurs collaborateurs et 3 Français membres de l'équipage est abattu par un missile SAM-16 au-dessus de l'aéroport de Kigali, qui est la capitale du Rwanda. Cet acte est reconnu par l'ONU comme l'événement déclencheur du génocide au Rwanda. Je rappelle que ce génocide 94-95 a fait plus d'1 million de morts, un des derniers génocides du XXe siècle. Enfin, ça a été quelque chose de terrible. Et il y a eu évidemment des livres, des films qui ont été consacrés à cette tragédie terrible. On a tué à coups de machette. Enfin, c'était atroce. Et on ajoute, depuis plus de 20 ans, ces auteurs ne sont ni arrêtés ni jugés. Toutes les enquêtes menées par l'ONU, la justice belge, espagnole et française sont sabotées et en proie à de fortes pressions politiques. Charles Onana, vous parlez de toutes ces enquêtes dans votre livre. Vous racontez l'enquête Bruguière, l'enquête Trévidic, l'enquête d'un certain nombre, effectivement, de responsables de l'ONU et d'ailleurs, belges ou espagnols, etc. Et en fait, aujourd'hui, à l'heure où on parle avec vous, Charles Onana, on ne sait toujours pas exactement qui sont les auteurs. On le sait. Je pense qu'on le sait, mais on ne veut pas qu'on le sache. C'est autre chose. Parce que lorsque le juge Bruguière a mené cette enquête, parce qu'il faut dire que c'est parce que les veuves françaises avaient saisi la justice que le juge Bruguière avait ouvert une enquête sur cette affaire-là. Sinon, les Nations Unies, qui étaient à l'époque chargées de la sécurité de l'aéroport de Kigali, n'ont jamais ouvert d'enquête. D'elles-mêmes, elles n'ont jamais ouvert d'enquête. Non, elles n'ont jamais voulu ouvrir d'enquête. Ouais. Bon, on a ouvert des enquêtes, par exemple, sur le génocide, sur les massacres, etc. Mais l'affaire de l'attentat est restée comme un tabou dans ce dossier. Et c'est parce que les veuves françaises ont saisi la justice de leur pays que finalement le dossier a été confié au juge Bruguière. Vous voulez que le tribunal pénal, vous savez, sur le Rwanda, il y a eu un tribunal pénal international, qui a été créé, ne s'est pas saisi de l'affaire au départ. Je parle de l'attentat à avion. Non, c'est d'ailleurs étrange parce que ce qu'on a soupçonné d'avoir à la fois planifié le génocide et donc d'avoir planifié l'attentat, c'est-à-dire les Hutus, étaient déjà arrêtés devant ce tribunal. Et donc, ce sont les Hutus d'ailleurs qui ont demandé au tribunal de poursuivre les auteurs de l'attentat. C'est quand même rare dans les affaires criminelles que des gens qui se sentent coupables demandent d'être poursuivis. En général, ils essayent toujours soit d'esquiver leurs responsabilités, soit d'essayer d'éluder. Mais là, dans le cas de l'attentat, eh bien, tous les Hutus qui ont été incarcérés à Arusha ont demandé que les juges enquêtent sur cette affaire. Leurs avocats ont insisté. Eh bien, les procureurs, ce sont les procureurs qui ont dit non, l'enquête ne fait pas partie des compétences du tribunal. Ce qui est quand même une affaire totalement curieuse, puisque le mandat, je rappelle pour les auditeurs, que le mandat du tribunal pénal international a demandé qu'on poursuive tous les crimes qui ont été commis au Rwanda entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994. C'est ça, toute l'année. C'est-à-dire l'attentat et le génocide. Absolument. Donc, l'attentat ayant été commis le 6 avril 1994 devait nécessairement faire partie du mandat du tribunal. Mais on ne comprend pas pourquoi le tribunal a tout fait pour essayer de se déresponsabiliser et essayer d'éviter ce dossier. Alors vous dites on sait, mais on ne sait pas, c'est-à-dire qu'on a tout fait, mais alors depuis ce temps-là et jusqu'à aujourd'hui, vous dites pour étouffer la vérité, en tout cas pour ne pas qu'on le sache de façon précise, claire et internationale, quoi. Alors, je vais vous dire une chose qu'avait dit le procureur Carla Del Ponte. Elle avait dit, si ce sont les hommes de Paul Kagame, c'est-à-dire l'actuel président du Rwanda, qui ont abattu cet avion, il faudra réécrire toute l'histoire du génocide. C'est le procureur du tribunal pénal international qui le dit. Donc, quand le juge Bruguière est arrivé et qu'il a été saisi de cette affaire, son objectif était d'abord d'enquêter vers les extrémistes Hutus. Cette responsabilité, oui. Voilà, parce qu'il est possible que les extrémistes Hutus aient abattu l'avion de leur président. Bon, ça peut arriver. C'est d'ailleurs pour ça que quand il y a un crime quelque part, on essaye de mettre un cordon de sécurité et on interroge déjà les gens. Si c'est dans une maison, on est quand même d'abord obligé d'interroger les gens de la maison, parce qu'il est possible qu'ils aient commis le crime. Mais au bout d'un certain temps, on se rend compte, par exemple, que celui qui était considéré comme le cerveau du génocide, le colonel Théoneste Bagosora,
Lorsque Bruguière l'interroge, le juge Bruguière lui demande, mais où étiez-vous le jour de l'attentat? Il était en train de prendre un verre avec les casques bleus de l'ONU du Bangladesh qu'il avait invité. Alors, pour quelqu'un qui organise un attentat ou un coup d'État, c'est quand même étrange qu'il choisisse ce jour-là pour aller prendre un verre avec les casques bleus. Alors, Charles Nana, je vous pose la question parce que là, même le lecteur que je suis, je ne suis pas du tout spécialiste de l'Afrique, donc je ne vais pas du tout sur le fond, on va discuter du fond, parce que vous allez me dire ce que vous pensez, je ne vais pas m'opposer à vous, mais il y a quelque chose, ce n'est pas votre sujet, évidemment, mais enfin, vous êtes d'accord quand même qu'il y a eu un génocide terrible, criminel, bien entendu, mais et que quand même ce sont les Tutsis qui ont été les principales victimes de ce génocide. Bien entendu, mais vous savez, lorsque on ne veut pas entendre ce que vous dites. On essaye de vous faire dire autre chose. Vous savez, le premier livre que j'ai rédigé sur l'attentat, parce que c'est comme ça que je suis rentré en fait dans le dossier de l'attentat. Moi, je ne connaissais pas les histoires entre Hutu et Tutsi, je n'en savais rien. J'étais comme tout le monde. Je suis rentré par la fenêtre de l'attentat. Pourquoi 2 chefs d'État dans un avion sont abattus et personne n'en parle? Ça me paraissait curieux. Et vous savez avec qui je fais l'enquête? C'est avec un Tutsi qui a été victime du génocide dont tous les parents ont été massacrés. Et c'est lui qui fait cette enquête avec moi, qui était le représentant du FPR, c'est-à-dire du régime actuel, en Suisse. Il s'appelle Deo Mouchaïdi. Et Deo Mouchaïdi est aujourd'hui en prison. Mais pourquoi? Parce que en prison où ça? À Kigali? À Kigali. Mais parce que il a décidé, lui, de contester la version officielle de l'histoire et de vouloir qu'on prenne en compte toutes les victimes du Rwanda. C'est-à-dire, parce qu'il faut rappeler encore aux auditeurs qu'au Rwanda, il n'y a pas eu que des victimes Tutsi. Il y a eu des victimes Tutsi, Hutu et Twa. D'ailleurs, vous vous souvenez, à l'époque, l'ensemble de la presse disait qu'il y avait des victimes Hutu, des victimes Tutsi et des Hutus modérés. C'est ceux-là qui semblent avoir été victimes. Mais le Rwanda, ces images terribles de 94-95, ces images que personne n'oubliera jamais, qui sont gravées effectivement, ces images de cadavres, ces images de corps par centaines de milliers. Et puis un livre, Enquête au pluriel sur un attentat, où Charles Nana raconte effectivement toutes les enquêtes qu'il y a eu depuis 94, c'est-à-dire pratiquement plus que 25 ans, un quart de siècle, et qui se sont pour le moment arrêtés au 3 juillet 2020, où la Cour d'appel de Paris a rendu un non-lieu. Alors, ils vont aller à la Cour de cassation, mais ce non-lieu dit quoi en fait, Charles Nana, selon le 3 juillet 2020, donc on est là, c'est il y a quelques mois, non-lieu. Alors, ce qui est intéressant pour comprendre le non-lieu, il faut savoir ce qui précède le non-lieu. Ce qui précède le non-lieu, c'est les 9 mandats d'arrêt que le juge Jean-Louis Bruguière a lancés contre les proches de Kagame. Et à la suite de cette enquête, le juge Trévidic, qui a repris l'enquête du juge Bruguière, puisque le juge Bruguière a été amené à faire valoir ses droits à la retraite, reprend donc cette enquête à Kigali, parce que c'était le principal reproche qu'on faisait au juge Bruguière, c'est de ne pas être allé à Kigali. Pourquoi il n'est pas allé à Kigali? Mais en fait, ce que m'a dit Carla Del Ponte à l'époque, c'est que évidemment, le président Kagame attendait le juge Bruguière de pied ferme là-bas. Si lui, il était parti là-bas, il risquerait de ne pas revenir vivant. C'est ça que j'ai. Ah oui, parce que, bon, vous savez... un juge français, on ne va pas l'éliminer comme ça. Enfin, vous savez, il y a un avocat américain qui a été mis en prison là-bas pendant des années, ça n'a pas dérangé grand monde. Hein. Et puis, des opposants rwandais qui ont travaillé sur le dossier de l'attentat ont été assassinés. Donc Bruguière ne va pas à Kigali et Marc Trévidic y va. Marc Trévidic s'en va. Le problème, c'est que Marc Trévidic, lorsqu'il va à Kigali, bon, on essaye de ne pas avoir de préjugés par rapport aux résultats de son enquête. On attend effectivement qu'il fasse mieux que le juge Bruguière, c'est-à-dire qu'il nous donne les noms des auteurs de l'attentat, puisque les veuves françaises, les familles françaises attendent le résultat de cette enquête depuis 25 ans. Eh bien, il revient, il finit son enquête, il passe la main au juge Poux, qui a travaillé avec lui, d'ailleurs, au Rwanda, et puis le juge Herbeau. Et eux, ils aboutissent à un non-lieu. Et pourquoi ils aboutissent à un non-lieu? Parce que le juge Trévidic avait pris en compte un rapport acoustique. Le rapport acoustique qu'il a fait avait vocation à nous donner les lieux d'où seraient partis les tirs de missiles. Les SAM-16. Oui, les missiles SAM-16. Le problème, c'est que l'expert acousticien n'est jamais parti au Rwanda. Il a fait ses essais dans le Loiret.
Bon, alors... il n'est pas allé à l'aéroport non, il n'est pas allé au Rwanda, il a fait ses essais dans le Loiret. Le problème, c'est que le Loiret, vous savez, c'est une surface plane, c'est une géographie très, très plate, alors que la ville de Kigali est une ville de collines. Donc, la propagation du son dans les collines n'a rien à voir avec la propagation sur un terrain plat. Premier problème. Deuxième problème, comment pouvez-vous être dans le Loiret, faire des essais dans le Loiret et nous dire avec précision à partir d'où sont partis les tirs de missiles au Rwanda, près de 6000 km de Paris. Alors, évidemment, beaucoup d'experts ont considéré que cette expertise était farfelue. On a demandé au juge Trévidic de contre-expertise qu'il a radicalement refusé, et donc cet élément est resté pour lui l'élément central. Et donc quand ils reviennent donc avec cette histoire de non-lieu, le non-lieu, qu'est-ce que ça veut dire pour les auditeurs, pour les gens qui ne comprennent pas le langage juridique? Ça veut simplement dire qu'on ne sait pas. On ne sait pas. C'est ça, on ne sait pas, et dans le doute, on s'abstient. On s'abstient. Voilà. Mais le problème est pourquoi on va douter? Alors, les juges, les experts de Marc Trévidic, tout comme le juge Bruguière lui-même, tout le monde est d'accord que, eh bien, cet avion a été abattu par un missile. Mais qui donc peut avoir le missile à Kigali pour abattre l'avion? Ils arrivent à une conclusion. Et la conclusion, c'est laquelle? C'est que, en fait, on soupçonne deux groupes. Ça, c'est le résultat de l'enquête. Soit les Hutus, soit les rebelles Tutsis. Donc, quand les Belges avaient fait leur enquête en 1994, ils sont arrivés à la conclusion que les Hutus ne pouvaient pas avoir de missiles parce qu'il n'y avait pas de raison pour eux d'avoir des missiles. Ils combattaient contre des soldats ou une rébellion qui n'avait pas d'avion ou d'hélicoptères. Donc, ils n'avaient pas besoin de missiles. Enfin, en revanche, le FPR, lui, combattait une armée... Le FPR de Paul Kagame. De Paul Kagame combattait les forces gouvernementales qui avaient des hélicoptères et des avions qui étaient donnés par la France. Donc il y avait toutes les raisons que de leur côté il y ait des missiles. Et d'ailleurs, le juge Bruguière également avait fait une enquête, lancé une commission rogatoire en Russie, qui a permis d'établir que les missiles qui ont abattu l'avion avaient été achetés en Russie dans le cadre d'un contrat interétatique avec l'Ouganda, d'où venait l'OFPR. Donc, ce qu'on aurait pu attendre du juge Trévidic, c'était qu'il aille donc en Ouganda, vérifier que les missiles... donc, reprendre un peu l'enquête de juge Bruguière là où elle s'était arrêtée, c'est-à-dire que est-ce que les missiles qui vous ont été vendus, vous, en Ouganda, par les Russes, sont les missiles que le FPR a utilisés dans l'attentat? Et si c'est le cas, qui leur a donné ces missiles? Est-ce qu'ils les ont volés, par exemple? Intéressant. Vous savez, Charles Nana, pour tout vous dire, on a essayé d'avoir le juge Trévidic qui vienne justement débattre avec vous, en tout cas en parler. Bon, il n'était pas disponible, mais évidemment, s'il a envie d'en parler, il a l'antenne et le micro. Mais continuons ceci. Donc, on arrive à ce juillet 2020, non-lieu, et ça va aller en cours de cassation, là, c'est ça? Oui, parce que les avocats sont quand même atterrés, et ce qui est quand même choquant dans cette enquête, et notamment dans ce document de non-lieu, c'est que lorsque le juge Bruguière rend donc ses mandats d'arrêt en 2006, immédiatement après, le gouvernement rwandais monte en quelque sorte une commission d'enquête sur l'attentat. Bon, avant, l'attentat ne semblait pas beaucoup les intéresser, mais c'est quand le juge Bruguière a lancé ses mandats d'arrêt qu'ils ont décidé de faire quelque chose. Et ce qu'ils font, eh bien, c'est pour dire que finalement, c'est pas les autorités rwandaises, ce sont les extrémistes Hutus. Alors, le problème, ce qu'on ne comprend pas, c'est que les extrémistes Hutus ayant été arrêtés, incarcéré devant le tribunal pénal international, pourquoi on n'a pas remis, le FPR de Paul Kagame n'a pas remis les preuves des auteurs de l'attentat? Parce que eux, la commission, disons, nommée par Kagame, la commission à Kigali, a dit ce sont des extrémistes Hutus. Oui, c'est ce qu'ils ont dit. Ah, ils ont donné cette conclusion-là. Oui, ils ont donné cette conclusion-là. Mais sauf que ils n'ont jamais apporté ça devant le tribunal pénal international. Ils n'ont aidé aucune juridiction, même le premier juge qui avait enquêté sur cette affaire, c'est-à-dire en 1994, c'était un juge belge.
l'auditorat militaire belge qui avait enquêté, et le cabinet de Paul Kagame avait empêché le juge belge d'accéder au site de l'aéroport de l'attentat. Ni livré les noms des extrémistes, ni dit qui c'était. Non, et on attend toujours aujourd'hui. Ils ont fait encore les enquêtes pour accuser la France, etc., etc. Mais s'ils ont les noms, mais pourquoi ils ne les donnent pas au juge? Pourquoi ils ne les remettent pas au magistrat? Alors, quel est ce rapport qui vient de paraître, qui blanchit un peu, enfin, qui dit la France n'a rien à voir là-dedans? Vous savez, il y a un rapport qui vient de paraître là. Bon, oui, c'est le rapport américain. Alors, il se trouve que c'est un cabinet américain qui avait déjà publié un rapport accusateur contre la France en 2017. Il disait des choses terribles, notamment que la France avait soutenu les génocidaires et le gouvernement intérimaire. Bon, il se trouve que lorsque j'ai publié mon livre sur l'opération Turquoise, j'ai démontré que toutes ces accusations étaient fausses. Et aujourd'hui, on se rend compte finalement qu'ils n'avancent plus avec arrogance et cette espèce de condescendance qu'ils avaient. Maintenant, on dit oui, finalement, l'opération Turquoise s'est quand même bien débrouillée. L'opération Turquoise a sauvé beaucoup de gens, des Hutus et des Tutsis. Mais avant, ce n'était pas ça. Pendant près de 25 ans, on a entendu que la France a livré des armes aux Hutus. Et moi, j'ai interrogé les Hutus en question. Et ils me disent, mais si la France nous a aidés à nous livrer des armes, etc., comment est-ce que la France peut nous donner toutes ces armes et nous, on perd quand même la guerre? Il y a quand même des questions simples auxquelles il faut répondre. Et puis, il faut rappeler quand même à ce moment-là qu'il y avait la Croix-Rouge internationale sur le terrain, il y avait Médecins sans frontières sur le terrain, il y avait des journalistes sur le terrain, mais à quel endroit les armes, c'est pas des cacahuètes, on va pas vous donner ça dans un sachet et on les garde quelque part. Si on vous livre des armes, on voit le volume et on peut trouver les endroits où ça a été livré. Et personne ne nous dit rien là-dessus. Alors, ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est qu'en fait, on arrive donc après 25 ans d'enquête, et avec, encore une fois, est-ce que vous vous dites vraiment aujourd'hui, Charles Onana, que s'il n'y avait pas eu cet attentat, il n'y aurait pas eu cette guerre terrible et ce génocide qui s'en est suivi? On peut dire que oui, il aurait pu avoir d'autres causes, mais enfin... Moi, je ne m'aventurerai jamais à donner mon opinion personnelle sur cette affaire-là. Parce que je suis déjà soupçonné tellement de choses que je préfère dire ce que disent les Nations Unies. Les Nations Unies nous disent ceci est l'événement déclencheur. Il y a 2 chefs d'État. Vous vous imaginez quand même en Europe 2 chefs d'État occidentaux qui sont tués et on ne cherche pas à savoir qui les a tués. C'est inimaginable, c'est inconcevable. Et ce qui me choque encore plus, c'est quand même... Il y a des familles françaises dans cette histoire. Il y a le pilote, le copilote, le mécanicien navigant. Ces gens ont laissé des femmes, des enfants et des familles, des amis. Mais est-ce que ça n'intéresse personne en France de chercher à savoir qui a tué ces Français? Non, simplement, je crois que ça a été, hélas ou pas hélas, ça a été noyé dans l'ampleur du génocide, dans l'horreur des massacres. Mais voilà. Oui, oui, mais enfin, il faut qu'on traite le génocide. On a déjà arrêté des coupables, on a jugé beaucoup de gens, on continue d'en juger. Mais est-ce qu'il ne serait pas temps, quand même, qu'on s'intéresse aux Français qui ont été tués dans cet attentat? Et puis j'ajouterais, il n'y a pas que cela. Il y a 2 gendarmes français qui ont été tués. Juste après l'attentat, l'adjudant-chef Meyer et Didot, et on a tué également la femme de Didot, on a même tué son chien. Le FPR était juste à côté. Mais pourquoi? Le FPR dit dans son rapport, je cite encore, je ne cite que les documents, qu'est-ce que ces Français-là faisaient là? Que ces Français-là étaient en train de décrypter les communications du FPR. Alors, imaginons même que ce soit vrai. Est-ce que ça vaut... Le FPR, le Front Patriotique Rwandais. De Paul Kagame. Donc, ça implique que vous puissiez à la fois éliminer les 2 gendarmes français, éliminer leurs femmes et tirer sur leurs chiens. Mais alors, il y a quand même un problème là. Et je souhaite quand même que les Français, qui sont habitués ou qui, aujourd'hui, avec cette espèce d'autoflagellation à accuser du matin au soir, mais qui s'intéressent quand même aux victimes françaises, parce que les familles attendent depuis 25 ans la vérité. Il faut s'intéresser aux familles françaises et à toutes les victimes, effectivement. Et à toutes les victimes, je dis toutes les victimes. 2 chefs d'État, ce n'est quand même pas des chiens. Mais enfin, 2 chefs d'État africains, il faut qu'on sache qui a tué ces chefs d'État africains. Charles Onana, juste un mot avant de... Il y a quand même quelque chose dans votre livre étonnant, et je voudrais que vous m'expliquiez ça.
Vous dites, finalement, il n'est pas inutile de suivre ce que pense Paul Kagame lui-même, je rappelle l'actuel président de Rwanda, qui était à la tête du FPR à l'époque, lui qui se défend de l'avoir commis et accuse ses anciens adversaires politiques et militaires. Le 7 décembre 2006, après l'émission des mandats d'arrêt du juge Bruguière contre 9 de ses proches collaborateurs, il avait pris la parole au cours d'une émission de la BBC, donc anglaise, de la télévision anglaise, animée par le journaliste Stephen Shakur. Plutôt téméraire, ce dernier demande « Mais vous n'aviez pas le droit de descendre son avion et de l'assassiner ?» Et Kagame répond « Eh bien, j'avais le droit de me battre pour mes droits. » Et le journaliste reprend « Mais croyez-vous que vous aviez le droit de l'assassiner ?» Ben non, non, bien sûr. Et il rit, enfin, il sourit. Mais bien sûr, Habyarimana, le président du Rwanda qui est mort dans l'attentat, étant du côté de ceux que je combattais, il était possible qu'il meure facilement. Je dis qu'on est toujours dans une situation de guerre, mais ceci n'a rien à voir avec l'assassinat de Habyarimana. Je ne traiterai même pas ce sujet. Je dis tout simplement qu'il n'est pas étonnant qu'un belligérant meure. Certes. Ouais, la manière dont il le dit est assez étonnante, quoi. Tout à fait. On a là la démonstration, effectivement, que le fait de dire que c'est les Hutus, les extrémistes Hutus qui ont abattu l'avion n'est pas crédible. Si lui, qui est devenu président de la République, remplaçant le président assassiné, ne veut pas faire d'enquête et répond comme ça à un journaliste, le journaliste lui dit, effectivement, mais vous n'avez pas le droit d'abattre son avion. Il ne dit pas non, je n'ai pas abattu l'avion. Il dit, mais on était en guerre. Donc, à partir du moment où... Non, il a dit non. Il dit non, c'est pas moi. Enfin, il dit non, mais... Effectivement, pas plus, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une réponse tellement ambiguë pour quelqu'un qui n'a absolument rien à se reprocher. Il aurait pu dire, écoutez, cette histoire est une enquête judiciaire. Voilà, j'attends les conclusions de l'enquête judiciaire, ou en tout cas, bon, quelque chose de semblable. Ou bien, je ferai tout pour qu'on fasse la lumière sur la mort de mon prédécesseur. Ce n'est pas ça qu'il dit non plus. Donc, on est dans une situation, effectivement, où on sait qui a abattu l'avion, mais on ne doit pas le dire. Quelle est la politique aujourd'hui, l'attitude de la France à l'égard du Rwanda, les relations sont très bonnes, je pense, entre Paul Kagame et le gouvernement, enfin, ça se passe bien, donc on a mis par pertes et profits tout ce qui s'est passé, et on vous dit, mais Onana, pourquoi vous venez ressusciter ces vieilles histoires ? Tout à fait, tout à fait. C'est une politique de rapprochement qui a été initiée par Nicolas Sarkozy et sous la houlette de Bernard Kouchner à l'époque, lorsque Sarkozy est arrivé aux affaires. Son ministre des Affaires étrangères, qui connaissait déjà Paul Kagame, a travaillé beaucoup dans la communication du FPR en Europe. C'est ce que disait l'ancien directeur de Paul Kagame lui-même. Et donc, cette politique-là est dans une logique de continuité. Et c'est ce qui procède également des deux rapports qui viennent de sortir, qui sont... ce qui est quand même surprenant, c'est que la France a produit un rapport pour s'auto-accuser, et ce rapport auto-accusateur, on croyait que ça allait être suivi d'une reconnaissance, d'un apaisement, etc. Mais bien non, Kagame a produit un rapport américain accusant encore plus la France, et dans lequel le rapport, c'est quand même un rapport qui est fait par un cabinet d'avocats, c'est-à-dire dans la perspective, un cabinet d'avocats américain, dans la perspective, probablement, peut-être un jour, si la France ne se comporte pas comme Kagame le souhaite, on change d'alliance, quoi. De mettre des gens en accusation, de traîner les gens devant les tribunaux, c'est une possibilité. Mais bon, je pense que la chose la plus grave dans ce rapprochement permanent, c'est que le plus grand pays francophone, qui est la République démocratique du Congo à côté, est pillé par le Rwanda, et on a quand même donné la francophonie au Rwanda, qui accuse la France et insulte la France depuis 27 ans aujourd'hui. Et donc cela n'a choqué personne en France, et les Africains sont scandalisés de voir que plus le Rwanda accuse et insulte la France, plus la France se soumet à Paul Kagame, et plus la France lui cède tout, pratiquement tout, y compris ses victimes françaises. Et donc ça, c'est quelque chose il faut que le peuple français prenne conscience du fait que les relations entre l'Afrique et la France sont des relations... Mais c'est au détriment du Congo, ce que vous dites. Mais bien entendu que c'est au détriment du Congo. Écoutez, il y a eu plusieurs rapports des Nations Unies, dont le dernier, le rapport Mapping, qui a quand même fait état d'un pillage organisé et systématique. Du Congo par le Rwanda ? Absolument.
avec des preuves à l'appui. Et le docteur Mukwege, qui est le dernier prix Nobel de la paix congolais, qui s'est exprimé sur cette affaire, a été menacé de mort. Et donc, quand on voit tout cela, on se demande, on ne comprend pas pourquoi un pays, comment la France reconstruit son centre de gravité, qui a perdu en quelque sorte tous ses repères en Afrique centrale, par exemple, eh bien, veut se reconstruire à partir d'un pays qui a répudié la langue française, qui est aujourd'hui entré au Commonwealth. Comment pouvez-vous reconstruire votre centre de gravité dans ce pays-là? C'est quoi aujourd'hui? Mais c'est l'anglais, le Kinyarwanda et la langue rwandaise. Le français est accessoire au Rwanda. Or, avant la mort d'Abiyarimana, la langue française était parlée par quasiment toute l'élite rwandaise et la majorité de la population. Donc, on est aujourd'hui dans une situation totalement inverse. C'est-à-dire que c'est la langue française qui prime. D'ailleurs, tous les qui priment. Oui, c'est-à-dire que tous les enseignants rwandais qui étaient des enseignants francophones, beaucoup avaient été formés également en France, etc., qui enseignaient, se sont retrouvés du jour au lendemain au chômage suite à l'enquête du juge Bruguière. Voilà la réalité dont on ne veut pas qu'on parle. Et quand vous essayez de construire une stratégie de relations entre l'Afrique... Et d'ailleurs, on sait très bien que le poids du Rwanda dans les relations franco-africaines est ridicule. Ridicule dans le cas de la francophonie. C'est pas la Côte d'Ivoire, c'est pas le Sénégal, c'est pas le Congo, c'est pas le Gabon, c'est pas le Cameroun. Mais quand vous allez construire votre centre de gravité dans un pays qui vous a répudié, qui vous crache à la figure du matin au soir, il y a quelque chose de totalement perturbant. Et pour les Africains, ils se demandent si les Français marchent sur la tête. En tout cas, il marche, puisqu'on ça s'appelle En Marche. On ne sait pas encore de quel côté. Je pense que le problème des processus de paix, des accords d'Arusha initiés, évidemment, encouragés beaucoup par le président Mitterrand. Accords d'Arusha en 93. 93, c'est ça. Qui ont commencé, les négociations ont commencé en 92 quand même. Et donc, il faut rappeler quand même que le but était le partage du pouvoir entre Hutu et Tutsi. C'était l'objectif principal et les Occidentaux, notamment la France et d'autres, les Américains étaient impliqués, les Anglais, etc., tous les Belges également, tout le monde était impliqué dans ces accords. Et le but était quand même de parvenir à un partage de pouvoir. Le problème, c'est que Kagame et ses hommes ne voulaient pas de partage de pouvoir. Ils ont réussi quand même à obtenir 40% des effectifs dans l'armée. Quand vous êtes à peu près 14% et qu'on vous donne 40% de place dans l'armée, ce n'est quand même pas rien. Donc, si ils avaient envie de partager le pouvoir, eh bien, on aurait eu une amorce de dialogue, de rapprochement et peut-être d'évolution ensemble. Là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait ce que Julien décrivait tout à l'heure, qui s'est passé pendant des siècles, c'est-à-dire avant la révolution de 1959. C'était la minorité Tutsi, la monarchie Tutsi, qui dominait l'ensemble des Hutus pendant des siècles. Et ce qui s'est passé en 1959, c'est que les Hutus ont dit qu'ils ne veulent plus revenir à la situation dans laquelle ils se trouvaient sous la monarchie, c'est-à-dire quasiment comme des serfs. Ils étaient, enfin, la monarchie considérait une bonne partie de ces sujets, voilà, comme des sujets. Donc, les accords d'Arusha ayant échoué par cet attentat, et c'est pour cela que je vais nuancer pour dire que non, l'attentat n'est pas un détail, c'est pas un petit élément, parce que cet attentat arrive. Comment il a décrit au Burundi, au moment où le président burundais, Melchior Ndadaye, démocratiquement élu en 1993, une fois qu'il a été élu, c'était le premier président Hutu démocratiquement élu, mais décide de prendre comme premier ministre Madame Kinigi, qui était dans l'opposition. C'est une sorte de cohabitation qui était organisé, structuré par le président démocratiquement élu qui pouvait se contenter effectivement de sa majorité, de s'installer point à la ligne. Mais là, il a décidé de partager le pouvoir avec les perdants, c'est-à-dire les Tutsis. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été effectivement assassiné. Et cet assassinat en 1993 a eu un impact terrible chez les Rwandais, qui se sont dit, mais si les élections, lorsqu'on va aux élections, ça se termine par les assassinats, on est élu et on est assassiné. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'y aller? C'est pour cela que ça n'excuse pas les crimes commis par les radicaux au Rwanda, etc. Mais ça montre les conditions dans lesquelles la psychologie a pu se construire pour arriver aux massacres qui sont survenus en 1994. La deuxième chose que je peux dire dans cette affaire-là, c'est qu'à partir du moment où il y a eu cet attentat contre deux chefs d'État, le chef d'État du Burundi et le chef d'État du Rwanda,
la France s'est retrouvée effectivement en position de perte de vitesse dans cette région, malgré tous les efforts qui ont été les siens. C'était la dernière année du septennat Mitterrand, d'ailleurs. C'était la dernière année du septennat Mitterrand. C'est pour ça que je n'ai pas compris non plus tous ces rapports qui sortent pour accuser Mitterrand. Évidemment, tout le monde peut accuser Mitterrand aujourd'hui parce qu'il est mort et qu'il ne peut pas venir se défendre. Bon, heureusement qu'il y a M. Védrine et M. Quilles qui essayent de venir, mais tous les Mitterrandiens savent très bien que les accusations portées contre Mitterrand sont fausses. Et pourquoi? Parce que on a toujours reconnu quand même Mitterrand, il avait tous les défauts, mais on lui a toujours quand même reconnu une chose, c'est quand même il était redoutablement intelligent. Oui, on ne peut pas dire le contraire. Bon, mais quel intérêt a-t-il à aller organiser un massacre ethnique au Rwanda? Quel intérêt? Qu'est-ce que ça lui rapporte sur le plan personnel, sur le plan politique, sur le plan diplomatique, sur le plan médiatique, sur le plan militaire, lorsque ce sont les Américains qui viennent prendre la place? Non, il y a une absurdité dans toutes ces accusations et dans tous ces rapports qui fait que, bon, évidemment, les chercheurs qui connaissent ce dossier depuis 25-30 ans, eh bien, ils regardent ça en se demandant qu'est-ce qui arrive aux Français de se laisser malmener comme ça sur un dossier sur lequel, eh bien, ils n'ont rien à se reprocher. Alors que, par exemple, dans le dossier de la Côte d'Ivoire, là, il y aurait eu des choses, par exemple, à dire sur le rôle de la France, et encore avec M. Nicolas Sarkozy. Mais là, on est surpris de constater que là, c'est le silence le plus total. Et là où la France n'a pas fait ce qu'on dit, eh bien là, la France elle-même s'auto-accuse.